Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Dans cette vidéo, on va étudier le chapitre 26 du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Pour cela, je vous ai choisi un extrait qui correspond au début du chapitre jusqu'à le père d'un enfant de 3 ans. Alors, comme d'habitude, je ferai la première lecture. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on desséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient m'en sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an? Des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si jurés l'avaient vue, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Alors on explique maintenant, il est 10 heures. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire la première remarque qu'on peut faire, c'est l'utilisation du présent comme temps verbal. Il est 10 heures, alors on a le verbe être qui est conjugué au présent. Ça correspond au présent de l'énonciation, c'est-à-dire le moment de l'écriture. Parce que ce roman se présente comme le journal intime du condamné à mort. Le condamné à mort, elle a précisé le temps. C'est comme il est en train d'écrire au jour le jour pour décrire son vécu terrifiant en tant qu'un prisonnier qui attend la mort. Alors, il est 10 heures, alors le cadre temporel est déjà précisé et ça va nous servir pour la situation du passage. Oh, ma pauvre petite fille. Alors, oh, c'est quoi? Oh, c'est une interjection pour exprimer quel sentiment? C'est pour exprimer la douleur, c'est pour exprimer la tristesse. Regardez, cette phrase relève duquel registre littéraire? Alors, ça relève du registre pathétique. Pourquoi? Parce que le narrateur essaye d'émouvoir le lecteur, il essaye de susciter la compassion, la pitié du lecteur en présentant un être qui est le condamné à mort, qui est incapable de lutter contre le malheur. Oh, ma pauvre petite fille. Alors, regardez le narrateur, il s'adresse à qui? Il s'adresse à sa petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. C'est-à-dire, il lui reste que 6 heures avant son exécution, avant sa condamnation à mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. C'est-à-dire qu'après sa mort, il sera quelque chose d'immonde. C'est-à-dire quoi immense? C'est-à-dire quelque chose de sordide, quelque chose qui inspire le dégoût. Il sera dégoûtant. Et il sera mis sur une table qui est froide des amphithéâtres. Amphithéâtre, c'est-à-dire c'est comme une salle, c'est comme la morgue. C'est une salle qui est très vaste et on trouve une estrade au milieu de cette salle-là. Un tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on desséquera de l'autre. C'est-à-dire que sa tête sera détachée de son corps. C'est une tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire de sa tête? Ils vont la mettre dans un moule. Pourquoi faire? C'est pour reproduire un modèle. C'est pour prendre les contours de sa tête. D'accord? Et un tronc qu'on desséquera. Un tronc, ça signifie ici le corps. Son corps. Son corps sera desséqué. C'est-à-dire quoi le verbe desséquer? C'est-à-dire il sera divisé, il sera découpé, son corps il sera ouvert pour examiner les différentes parties. Comme vous savez, il y a des personnes qui achètent les corps des condamnés à mort pour les desséquer, pour des fins scientifiques. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière
et le tout ira à Clamart. C'est-à-dire ce qui reste de son corps sera mis dans une bière, c'est-à-dire dans un cercueil. Il s'agit d'un coffre ou d'une boîte dans laquelle se met le cadavre. Et le tout ira à Clamart. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il sera enterré par la suite à Clamart, qui est une commune en France. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Regardez, il s'adresse à sa fille comme s'il est devant lui, puisqu'il a employé l'adjectif possessif ton. D'accord? C'est comme sa fille elle est devant lui. Donc, on peut dire que le narrateur mène un discours fictif, un discours qui est imaginaire, qui est irréel. Mhm. Ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Alors, c'est-à-dire qu'il sera tué par des hommes qui n'éprouvent aucun sentiment de haine, c'est-à-dire il n'a aucune relation avec ces hommes qui tous me plaignent, c'est-à-dire que ces hommes, ils éprouvent des sentiments, de la pitié pour lui, c'est-à-dire ils ne veulent pas le tuer. Euh, ils expriment même leur mécontentement envers lui et tous pourraient me sauver. Ils peuvent sauver le condamné. Ils vont me tuer quand même, c'est-à-dire ils vont le tuer. Comprends-tu cela, Marie? C'est-à-dire que qu'il s'agit d'une chose qui est incompréhensible. C'est un peu absurde, incompréhensible que ces hommes, ils peuvent le sauver et pourtant ils le tuent. Me tuer de sang-froid. C'est-à-dire, ils vont le tuer de sang-froid, c'est-à-dire le tuer en gardant leur calme. Et en cérémonie, c'est-à-dire quoi en cérémonie? C'est-à-dire, ils vont le tuer en plein public, devant tout le monde, devant une foule, pour le bien de la chose, c'est-à-dire que c'est bien de faire cela, selon la loi. Ah, grand Dieu. Alors, ah, grand Dieu, c'est une phrase exclamative pour montrer quoi? Pour montrer la barbarie, pour montrer la cruauté de cet acte en le considérant inhumain. Alors, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse. Alors, regardez, quelle remarque on peut faire là? Alors, il y a l'utilisation maintenant d'un temps du passé. Quel est ce temps-là? C'est l'imparfait. C'est pour marquer quoi? Quelle est la valeur de l'imparfait là? Regardez, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant. T'aimait, alors pourquoi il y a l'utilisation de l'imparfait? C'est parce qu'il s'agit d'une action qui est inachevée, qui t'aimait tant. Ton père qui baisait ton petit cou. Alors, le verbe baiser, pourquoi il est conjugué à l'imparfait? C'est parce que il y a la répétition, il y a l'habitude, d'accord? Ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, c'est-à-dire il fait toujours des bisous à son petit cou, au cou de sa fille, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, c'est-à-dire, elle passe sa main tous les jours, d'accord, toujours. Et il a l'habitude de passer sa main dans les boucles des cheveux de sa fille, qui sont comme la soie. La soie, c'est un tissu qui est très, très lisse, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Alors, pour évoquer ses souvenirs joyeux vécus avec sa fille quand il était encore libre, parce qu'il a utilisé l'imparfait, c'est-à-dire, et c'est un temps de passé, alors il se rappelle son passé. Alors, qu'est-ce qui le montre? C'est l'utilisation de temps de passé, l'imparfait notamment. C'est-à-dire, il parle du bonheur que la présence du père, qui est le condamné à mort, donne à sa fille, c'est-à-dire qu'elle lui procure. Alors, qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Alors, regardez le temps verbal utilisé maintenant, c'est le futur. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Alors, il est en train de faire une question qui est rhétorique, une question qui est sans réponse. Euh, qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Alors, qu'est-ce qui vous remarquez maintenant? Le condamné, il parle de futur de sa fille.
qu'il sera une orpheline, d'accord? C'est-à-dire, il n'aura personne pour lui faire cela, comme son père. Ton père qui baisait ton cou, pardon, qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qu'est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères excepté toi, c'est-à-dire que qu'il sera orpheline, sera sans père. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, c'est-à-dire des cadeaux, des beaux joujoux, les joujoux, ce sont des jouets, des bonbons et des baisers. C'est-à-dire, elle essaie de se poser des questions pour savoir, c'est-à-dire des questions sans réponse, pour savoir comment sa fille va déshabituer. Déshabituer, c'est le contraire de s'habituer. C'est-à-dire comment tu vas désaccoutumer, c'est-à-dire comment il va oublier ses habitudes, ses actes de chaque jour. Alors regarde, il y a quelle figure de style là? Des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons. Alors, il s'agit de l'énumération. Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Alors, quels sont les arguments qu'il donne pour interdire la peine de mort dans cet extrait-là? Alors, euh, il dit qu'il ne faut pas tuer le père d'une fille de 3 ans, c'est-à-dire que cela aura des conséquences négatives sur sur son avenir. Alors, jetant un coup d'œil sur la trace écrite, on peut faire comme situation du passage, installé dans une cellule de la conciergerie 6 heures avant son exécution. Alors maintenant, il est déjà transféré à la conciergerie, il n'est plus à Bicêtre, il est maintenant à la conciergerie 6 heures avant son exécution. Alors ça, c'est pour la précision du cadre temporel. Alors maintenant, on a précisé le cadre spatio-temporel, le lieu et le temps. Alors 6 heures avant sa mort, le condamné écrit un discours fictif, c'est-à-dire un discours qui est irréel, qui est imaginaire, qui est destiné, qui est adressé à qui et qui est adressé à sa fille Marie, et dans lequel il persuade le lecteur de la souffrance morale. C'est-à-dire il essaie de convaincre le lecteur de la souffrance morale qui est causée, c'est-à-dire que cause la peine capitale. Il est causé par la peine de mort, surtout pour la famille des condamnés, mais aussi sur l'état d'esprit du condamné lui-même, c'est-à-dire il souffre moralement. Pour l'identification du texte, où se trouve le condamné? Le condamné, comme on a dit, il se trouve dans une cellule de la conciergerie. Il est accompagné d'un gendarme à côté de lui, d'accord? Il y avait un gendarme à côté de lui pour l'empêcher de se suicider, c'est-à-dire pour de se tuer. À qui parle le condamné dans ce chapitre? Le condamné, il adresse une lettre imaginaire à sa fille. Que représente cet extrait pour le roman et pourquoi? Alors, l'extrait représente un discours fictif adressé à sa fille Marie, dans lequel le condamné présente sous forme d'argumentaire, c'est-à-dire il donne des arguments pour abolir, pour interdire, pour supprimer la peine capitale, la peine de mort, cette fois-ci en mettant sa fille en avant et le fait qu'elle devra vivre sa vie sans lui. C'est-à-dire, elle a comme premier argument, c'est le fait de laisser sa fille derrière lui et il va être privé de la tendresse de son papa. Quel est le type de la focalisation dans ce chapitre? Alors, il s'agit d'une focalisation interne, puisque le narrateur, il parle de ses sentiments intérieurs. Quel est donc le registre dominant dans le texte? Et que provoque-t-il chez le lecteur? Alors, le registre littéraire dominant, c'est le registre pathétique. Car il suscite la compassion du lecteur et touche la sensibilité du lecteur, c'est-à-dire il touche les émotions du lecteur. Puisqu'il y a sûrement parmi les lecteurs, il y a des papas qui vont vraiment réaliser la tristesse des orphelins qui vont perdre leur père à cause de la peine de mort. Entre un passé calme, alors pour les axes de lecture, bien les axes d'analyse, alors, le premier axe sera entre un passé calme et un futur angoissant. Le narrateur, dans ce chapitre, adresse des plaintes à sa fille. Il évoque des souvenirs de son passé, c'est-à-dire il nous a parlé de quelques souvenirs, c'est-à-dire mais de ce qu'il a l'habitude de faire avec sa fille.
en sa compagnie et le bonheur qu'elle lui procurait, c'est-à-dire qu'elle lui donne. Le condamné se projette également dans le futur pour imaginer la conséquence du verdict, c'est-à-dire pour imaginer les répercussions de la sentence de la peine de mort prononcée contre lui, c'est-à-dire sur sa fille et sur le reste de sa vie, c'est-à-dire les répercussions de la peine de mort sur sa fille et sur sa vie, c'est-à-dire il va souffrir physiquement et moralement. Une argumentation bien structurée contre la peine de mort. Alors, comme deuxième axe, le condamné avance des arguments qui s'appuient sur sa fille. Et il semble être dans ce chapitre la seule raison pour laquelle il ne faut pas le tuer. C'est-à-dire, il présente comme argument le fait de ne pas tuer un père qui a un enfant, qui va laisser un enfant derrière lui. Il avance ses arguments pour dénoncer, c'est pour lutter, d'accord, pour refuser la peine de mort, la cruauté de la peine de mort. Alors, 6 heures avant son exécution, comme synthèse, on peut dire, le narrateur s'adresse à sa fille, Marie, à travers un discours imaginaire, c'est-à-dire vers la fin de sa vie avant sa mort, 6 heures avant sa mort, il s'adresse à sa fille. Il écrit ses angoisses et par un contraste passé-futur, il se souvient de son bonheur, c'est-à-dire il fait un retour en arrière, son bonheur perdu et se montre soucieux de l'avenir de sa fille, c'est-à-dire il se dérange de l'avenir, du futur de sa fille. Ce chapitre prend un aspect pathétique et tragique dans lequel l'auteur dénonce, c'est-à-dire il refute la cruauté de la peine de mort, dont les conséquences s'étendent sur la vie de sa famille et surtout des enfants, dans le but d'émouvoir et persuader le lecteur de l'impact de la peine de mort. En effet, il cherche dans ce chapitre à toucher les sentiments du lecteur pour le faire adhérer à sa thèse qui est l'abolition de la peine de mort et c'est l'objectif principal de la condamnation du dernier jour d'un condamné.